Une association qui s'appelle Lifeland. Du coup, normalement, a priori, vous l'avez tous vu dans la communication. Et on a des petits tickets là-bas, vous pouvez les récupérer pour nous contacter sur les réseaux sociaux. Donc l'association Lifeland, son objectif, c'est de déconstruire les idées reçues sur le continent africain. Du coup, notre devise, on peut dire, c'est de donner la parole aux personnes concernées. On travaille avec des diasporas africaines en France, des personnes issues du continent africain. Notre idée, c'est vraiment de sortir de cette... Déjà, c'est un continent, c'est pas un pays, l'Afrique, du coup, avec toute une diversité, et aussi sortir de la vision un peu très fixée, figée dans l'histoire, sortir des folklores, c'est-à-dire, il n'y a pas que ça, il y a des personnes, il y a des luttes, il y a des personnes qui s'appartent des questions politiques, comme le cas on a vu dans le documentaire. Et donc, notre objectif, c'est vraiment de faire parler des personnes de ce genre, de faire intervenir des personnes de ce genre. Du coup, dans l'association, elle est composée des personnes en partie issues du continent africain. Ça nous tient à cœur, cette présentation, et parler de tout ce que ça peut impacter à l'échelle française par la suite, tout ce qui est la notion d'afrodescendance, des personnes issues du continent africain, mais qui sont françaises aussi, du coup, qui contribuent à leur échelle, à leur façon et tout, pour construire ce pays qui est la France. Voilà. Du coup, cet événement, il a été organisé en partenariat avec le CCFD Terre Solidaire. Peut-être, Mathieu, tu peux dire un mot sur... En fait, je suis bénévole au CCFD depuis près de 2 mois. Donc, tu peux dire ce que tu connais sur le CCFD? En fait, c'est une organisation d'ONG nationale qui mène des projets de développement en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Donc des projets de soutien aux populations locales, surtout portés sur l'agriculture, le développement local. Et ils aident les personnes dans le pays sans avoir de salariés sur place. Il n'y a pas de personnes qui sont expatriées pour être sur place. C'est vraiment de l'aide et du soutien des personnes locales, des populations locales. D'accord. Agriculture, développement économique, développement social, tout ça. D'accord. Et si je ne me trompe pas, c'est en Afrique, Asie, Amérique du Sud. C'est l'une des plus grosses ONG françaises. Oui, voilà. C'est au thème de budget, de se soumettre, de partenariat aussi. Ça veut dire CCFD, c'est Comité catholique contre la faim et pour le mais catholique, c'est dans le nom, après ils sont ouverts à toute personne. Ouais, voilà. Moi je suis pas du tout pratiquant et je leur ai dit, ils ont dit pas de problème, je peux venir. Pas de prière à faire. Et du coup, nous nous retrouvons aujourd'hui dans un lieu qui s'appelle le tiers-lieu de la Fédération IOB. Déjà, je voulais apporter à votre attention cette exposition qu'on avait installée ce matin. Je vous invite à le lire tout à l'heure, ou si vous ne l'avez pas déjà encore lu. Et surtout, elle va rester ici pendant un mois, donc jusqu'au 15 décembre. Et cette collection, enfin cette exposition, en gros, c'est un collectif d'artistes qui sont issus du continent africain. Et la devise de cette collection, cette exposition, c'est de donner un regard des Africaines sur le continent africain. Du coup, il s'accapare de certaines questions politiques, telles que tout ce qui est protestation politique, tout ce qui est droits de femmes, liberté individuelle, migration, plein de thématiques. Et il utilise une arme qui est la satire, un peu la caricature, pour un peu parler de ça. Et c'est assez très hétérogène, donc c'est important. C'est pas un pays, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un continent. Du coup, on trouve des personnes qui viennent d'Afrique du Sud, du Maroc, d'un peu partout de ce continent. Ils ont des visions très différentes. Et c'est ça un peu la richesse de cette exposition. Du coup, elle est là, je vous invite à le lire tout à l'heure. Elle commence par ici. On a 12 planches avec l'introduction ici, et après jusqu'à la fin, avec des thématiques à chaque planche. Le lieu, du coup, je parlais de lieu, c'est la Fédération IOB. Du coup, on a Faisal ici qui est le coordinateur de la Fédération IOB. Tu veux peut-être présenter un peu parler de la fédération? Oui, bien sûr. Alors, l'IOB, comme tu l'as bien dit, c'est une fédération qui a pour ambition de réunir ces associations internationales qui sont actives sur Montpellier. Et donc, en fait, à travers ce lieu, nous, on essaie justement de valoriser en fait, toutes les diversités culturelles et faire en sorte justement de favoriser leur inclusion à travers différentes actions, que ce soit par exemple les petits marchés internationaux où on invite des exposants internationaux à exposer leur création, leur savoir-faire, etc.
ça soit également le vide-grenier international où on essaie de favoriser leur installation à travers les dons qu'on reçoit, et puis nous on vend à Free AG justement sur des lots de dons mobiliers ou vêtements, et bien également donc l'espace qui est de l'autre côté, qu'on appelle la boutique éphémère, où c'est un lieu vraiment dédié pour les porteurs de projets et entrepreneurs étrangers issus de la région ou issus de la ville, pour faire en sorte justement qu'ils puissent tester leur concept, avoir leur clientèle, notamment si c'est des jeunes entrepreneurs. Et puis nous, on les accompagne également à travers tout ce qui concerne la relation presse, la communication digitale, les relations institutionnelles également. Et eux, donc, ils nous versent un loyer mais très réduit par rapport au marché. Donc voilà, il y a cette fonctionnalité entrepreneuriale, événementielle, et puis également tout ce qui concerne partage de savoir et connaissances, notamment sur les cours de français langue étrangère que l'on dispense ici. Donc une des associations qui fait partie de la Fédération Campara, c'est l'association proportionnelle qui dispense ces cours ici. Des ateliers d'échange et d'échange d'expériences, notamment voilà, les associations qui ont une expérience, par exemple sur l'événementiel ou autre, partagent leur expérience avec d'autres associations qui ont moins d'expérience sur ces points-là. Donc voilà, c'est un lieu justement dans lequel on essaie, comme on l'a dit, de faire en sorte de développer l'inclusion à travers différentes actions et faire en sorte également qu'on développe des événements d'engagement, comme c'est le cas où on accueille très bien justement une des actions du festival à l'Américain. Merci. D'accord. Et du coup, oui, comme il a dit, l'IFONA, notre association, fait partie de cette fédération. Et du coup, comme on l'a dit aujourd'hui, on parle de tout ce qui est question d'engagement. Et pour parler du film, donc je précise qu'on a des intervenants, mais qui sont pas liés directement avec le film. C'est-à-dire que ce n'est pas des réalisateurs, ce pas des personnes en lien avec le film. Mais l'idée de cette soirée, c'est d'utiliser le film comme un outil de débat pour discuter après. Donc tout ce qui est question en lien avec le tournage et tout, on ne serait pas en mesure d'en parler malheureusement. Et ce serait plutôt parler d'autres initiatives qui ressemblent un peu au film. Je vous invite tout à l'heure, du coup, on va commencer. Déjà, les intervenants ils vont parler. Il y a deux qui ont visio ici, qui nous rejoignent depuis le Sénégal, qui va parler. Je vous invite, si vous voulez intervenir, de vous présenter rapidement, de dire votre prénom, dire ce que vous voulez, vous voulez qu'on sache sur vous au départ. Du coup, le film, j'espère que vous avez aimé, ça parle de l'accaparement des terres agricoles. Justement, on a Emmanuel ici, qui est à l'école de Sud-Agro, donc c'est l'école d'agronomie à Montpellier. Il est dans la filière plutôt spécialisée dans l'agriculture dans les pays, ce qu'on appelle les pays du Sud. Et du coup, il est spécialisé en agro. Tu peux peut-être continuer de dire ce que tu fais exactement dans ta filière. Bonjour, sinon bonsoir. Moi c'est Kassi Ange, je suis ingénieur en deuxième année à Montpellier sur Parcours. Et du coup, j'ai fait système agricole et agroalimentaire dans les pays du Sud. Et du coup, nous sommes là pour étudier un peu l'intégration de tout ce qui est élevage, agriculture en lien avec la société et l'environnement. Voir un peu l'analyse systémique, quel est l'intérêt de ces agricultures aussi, voir quel est l'impact de ces agricultures dites durables. Par rapport à l'avenir. Du coup, on essaie de voir qu'est-ce qu'il faut prévoir pour l'avenir déjà, et soit en réduisant la fertilisation minérale, sinon chimique, par rapport seulement de tout ce qu'on appelle l'agroforesterie. Du coup, on étudie des systèmes pour réduire un peu les effets du changement climatique. Et du coup, je suis là pour... Ouais, du coup, oui, c'est ça. Donc le contexte de l'invitation de Cassie, c'est qu'il a travaillé dans un travail précédent dans le cadre de ses études sur des questions justement sur une controverse. L'objectif, c'est de traiter une controverse en lien avec l'agriculture, et il a traité justement des questions d'accaparement des terres agricoles dans les pays du Sud, notamment au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire et Sénégal, ouais. Et l'idée, c'est que maintenant, il va me présenter un peu une partie de son travail, mais l'idée, c'est vraiment d'en discuter, c'est pas de présenter le travail, c'est juste d'en parler, de donner des chiffres sur ces questions-là. Et vraiment, n'hésitez pas à n'importe quel moment d'intervenir et tout. On va profiter du fait qu'on n'est pas très nombreux pour que ça soit un peu plus convivial.
D'accord, du coup, c'est un échange, c'est pas pour faire un exposé. C'est vrai, merci. Voilà, c'est pas pour faire un exposé académique ou encore. Voilà, c'est juste un échange. Voilà, du coup, on parle d'accaparement des terres, sinon appropriation des terres. Du coup, il y a des agriculteurs qui sont expropriés de leurs terres. Et il faut dire que c'est parti à partir des deux phénomènes majeurs. C'est lié un peu à la croissance démographique qui est promesse commencer de nos jours. Et le deuxième sujet, c'est que c'était dans les années 73-78, c'était lié aux crises pétrolières. Et pendant ces crises, les grandes puissances telles que l'Europe et les États-Unis, il fallait trouver une alternative pour utiliser peut-être une autre ressource, comme on appelle pour remplacer le pétrole, ou soit essayer de trouver, s'orienter vers des ressources qui vont réduire un peu la pollution. Et du coup, ils ont vu, il y avait nécessité de trouver des terres, et l'Union européenne, les États-Unis, ils disent, mais pourquoi ne pas trouver l'idée de produire ce qu'on appelle agrocarburant, en d'autres termes, l'éthanol, pour faire du carburant. Voilà. Et du coup, ils ont trouvé ça intéressant. Et là, du coup, c'est vraiment une énergie renouvelable. En plus d'être économique, c'est une énergie renouvelable. Mais on voit que la population se augmente. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et du coup, il faut produire du soja. C'est principalement ça à base de soja, sinon de la betterave et tout. Et il faut trouver des terres pour cultiver. Et ce sont des choses qui nécessitent assez de terre. Là, maintenant, ils vont s'orienter vers les zones où la terre est disponible. C'est là qu'ils se dirigent vers l'Afrique. Voilà, pour trouver des terres. Et ces multinationales, sinon ces grandes puissances, elles arrivent en Afrique. Et il faut dire que l'Afrique, selon son histoire, n'a pas de. Les terres qui sont en Afrique ne sont pas cédées par les écrits, par les cadastres. Les terres ne sont pas enregistrées. Du coup, soit c'est par héritage, ou soit c'est par fermage, ce qu'on appelle location. Donc, quand tu es un étranger, tu arrives, on met la terre en location, sinon le métayage aussi. Le métayage, c'est tu produis, on divise ta production en deux, le propriétaire prend une partie. C'était comme ça au niveau, ça c'était au sein de l'Afrique. Et maintenant que les puissances sont arrivées, il fallait maintenant vendre une grande partie de ces terres arables. Terres arabes, ça veut dire terres pour la production agricole. Parce qu'on pouvait aussi céder des terres qui n'étaient pas exploitables. Mais il fallait nécessairement des terres qui étaient exploitables, c'est-à-dire qui étaient favorables à l'agriculture pour produire leur production. Et aussi, ces grandes puissances aussi ils étaient aussi responsables à nourrir leur population. Donc, il y a le souci de produire du biocarburant et faire de l'agroalimentaire pour nourrir la population des grandes puissances, souvent européennes et les américaines. Et là, maintenant, ils vont signer des contrats avec les responsables locaux, c'est-à-dire que le gouvernement et tout ça, pour qu'ils puissent avoir la terre. Et c'est ce qui va entraîner ce qu'on appelle l'expropriation des terres. Du coup, les populations vont se retrouver sans terre. Et sachant que la population africaine est son économie est basée sur l'agriculture, et du coup, ce qu'ils font, il y a au moins 90% qui concerne la subsistance. C'est-à-dire que leur activité s'est basée principalement sur des activités vivrières. Et venir prendre, soit je vais vous donner des chiffres, et c'est ce qui va entraîner ce qu'on appelle l'insécurité alimentaire. Et ces populations maintenant se retrouvent sans terre. Et ces mêmes personnes qui ont pris les terres vont dire, ok, on a pris vos terres, on ne sait plus où vous allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire des promesses. Moi j'appelle ça des promesses parce que ce sont des choses qui n'ont jamais été réalisées. On va réhabiliter vos hôpitaux, on va réhabiliter vos routes, ou bien on va essayer de vous intégrer dans d'autres secteurs, ce qui n'a jamais été. Et ces populations se retrouvent sans terre. Et c'est ce qui va créer souvent des remous sociaux, des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Voilà. Et par la suite, je vais finir. Du coup, en 2008, l'ONU a dit que
qui est produit alimentaire au niveau national, tout va grimper. Et tout a grimpé à 40%. Du coup, le prix des denrées alimentaires avait grimpé en 2008 à 40%. La population locale, d'abord, mais c'est difficile pour se nourrir. Maintenant, ils sont à de leur terre. Du coup, ils n'ont pas d'argent pour s'acheter la nourriture pour s'alimenter. Du coup, ils se retrouvent toujours dans ce chaos. Et on va vous donner 8 si tu as question, sinon je continue. Ouais, ma question c'était en fait les personnes qui viennent exproprier les populations locales, ils ne donnent rien en contrepartie. Pas d'argent, il n'y a rien qui est donné en contrepartie. Les contrats se signent avec les responsables. Ouais. Et généralement, ce sont des promesses. Comme tu as dit, des routes, des hôpitaux. Voilà, on arrive, on dit, je prends un exemple par rapport le cas de Mali, où ils sont arrivés, ils disent que ok, comme c'est comme ça, on sait que votre nourriture de base, c'est le riz. On fait 100 000 hectares de riziculture pour vous. Donc la population accepte et on cède les terres parce que la culture africaine, ils n'ont pas cette habitude de vendre en liquidité les terres. Soit c'est par échange, ou soit c'est vraiment difficile, ou soit c'est par fermage, ce qu'ils appellent location en fait. Mais vendre les terres, c'est après que ça a commencé à naître avec les dirigeants et tout. Du coup, la population s'est retrouvée toujours sans terre et sans argent aussi. Parce qu'il faut le dire, en fait, traditionnellement, la terre ne se vend pas en Afrique. Voilà. Ça, c'est par fermage ou bien métallage. Tu vends, tu me donnes une partie de ta production, c'est ce qu'on appelle métallage. Ou soit tu vends et puis à la fin de l'année, soit tu continues ou tu réponds à la guerre. Pour vivre, ils partent à la vie. Ils ont plus de terre à cultiver. Ils ont plus de terre à cultiver, comment ils font pour vivre, pour s'alimenter? Ils partent travailler en ville ou... Exactement, c'est ce qui va entraîner sur les autres rurales. Du coup, ces jeunes qui devaient rester au village vont se retrouver en ville, tous en ville. Alors qu'en ville aussi, l'État aussi n'a pas les capacités d'employer tout le monde. Et du coup, il y aura l'insécurité en ville et tout ça. Les gens partir aussi. Oui. Tu parlais tout à l'heure de chiffres, est-ce que tu peux nous donner peut-être des chiffres avec des pays D'accord. Je vous donne d'abord des pays qui vraiment ont de grandes superficies, grandes surfaces de terre en Afrique. Il y a la Chine. Qui a plus de 1 million d'hectares. Il y a le Japon qui a 924 000. Il y a la Corée du Sud. Il y a l'Inde. Il y a l'Union européenne qui a plus de 2 millions. Maintenant, les pays qui subissent ce fléau, on va dire, il y a le Sénégal. Le Sénégal, actuellement, ils sont à. Je pense qu'il y a l'autre qui va donner. Il sera précis avec les chiffres. Il y a le Sénégal, il y a le Ghana, il y a la Côte d'Ivoire, il y a l'Ouganda, il y a le Nigeria, il y a le Soudan, il y a l'Éthiopie. Et tous ces pays, pour l'Éthiopie, par exemple, c'est 2000 États qui sont déjà accaparés. Le Soudan, 3000 États. Et ce sont des terres qui. Le souci, c'est quoi? C'est que quand ces grandes puissances s'accaparent de ces terres, le minimum, c'est 99 ans. Selon le mot d'achat. Voilà. Le minimum, c'est 99 ans. Et après les 99 ans, soit ces entreprises ont la possibilité de continuer, ou soit de redonner. Mais c'est toujours difficile de reprendre les terres. Du coup, la population reste toujours sans terre en fait. Voilà. C'est un nouveau colonialisme. Exactement, on peut dire ça. On peut dire ça, mais on ne sait pas si je pourrais parler plutôt peut-être de soucis de production et aussi cette histoire de rêver, puisque quand ils arrivent, ils font rêver les Africains et c'est à la suite qu'ils découvrent qu'en réalité c'était faux en fait. Voilà. Du coup, je suis conscient que ça plombe un peu le moral de cette discussion, mais l'objectif aujourd'hui, vu qu'on parle de l'engagement, l'idée c'est de montrer les problèmes, mais montrer aussi des solutions, justement pour contrecarrer ces phénomènes-là. À ce propos, du coup, il y a Abdou qui peut nous parler. Alors, je ne sais pas comment je vais faire. Ça, je vais le poser ici. Est-ce que tu nous entends très bien, Abdou?
Et je vous entends très bien. Ah, super. Du coup, Abdou il est étudiant à l'université de Gaston Berger à Saint-Louis au Sénégal. Et lui, il travaille il est étudiant en agronomie, pareil, en ingénieur agronomie, mais spécialisé en SIG, donc c'est le système d'information géographique. Aujourd'hui, il va nous expliquer justement une solution à cette question-là d'accaparement des terres agricoles, qui est un dispositif qui est en train d'être mis en place par les collectivités territoriales et l'État sénégalais en lui-même, sur laquelle il travaille en ce moment. Peut-être tu peux parler de dispositif. Déjà, peut-être tu peux te présenter d'abord. Bon, bonsoir à tous. Merci à Saladin de m'avoir permis de prendre part par rapport à ce débat. Bonsoir à tous ceux qui sont là-bas aussi. C'est ça aussi le passage on était dans la discussion là-bas pour les solutions parcours. Je suis étudiant en licence en master pro ingénierie en développement local à l'université de Gaston Berger de Saint-Louis. Par contre, actuellement, je suis en train de faire des études de recherche sur la sécurisation foncière dans la commune de Diamant. C'est une commune qui se situe au niveau du nord du Sénégal, à Saint-Louis, dans la vallée du fleuve Sénégal. Et dans la vallée, il y a énormément d'agriculteurs qui sont là, où je suis intéressé par ces localités. Maintenant, pour apporter des solutions, parce que comme j'ai l'habitude de le dire, on a l'habitude de montrer les causes des phénomènes. C'est que les problèmes sans autant toujours proposer des solutions, peut-être qui sont des solutions durables. Même si nous constatons au Sénégal, le gouvernement du Sénégal est en train de faire des avancées par rapport à ces solutions, parce qu'en 1964, le gouvernement a mis en place une loi, 1964-46, du 17 juin 1964, pour la démocratie nationale. Cette loi consistait à mettre en place un dispositif pour dispatcher les terres au niveau du Sénégal. Et 95% des terres se suivent au niveau national. Après cela aussi, il y a d'autres phénomènes, d'autres lois, comme la loi numéro 2013 du 28 décembre 2013 portant sur général des collectivités territoriales, où l'État du Sénégal a transféré les domaines de compétences sur le foncier qu'il a transféré aux collectivités territoriales. Et c'est là où les collectivités territoriales maintenant sont impliquées de plus en plus sur la gestion foncière. Et avec ces lois-là, c'est accompagné avec des décrets. Maintenant, avec le problème de l'Aigle, qui se trouve au département de Bourg, récemment, en février 2020, où c'était je ne dirais pas une multinationale, c'était tout simplement un Sénégalais qui a eu son entreprise, mais c'est un milliardaire quand même, qui a une entreprise du groupe agroalimentaire, une entreprise sénégalaise aux paysans. En février 2020, il y a eu un problème sur une surface de 225 dans la zone pour développer un projet d'agro-business. Alors maintenant, les paysans ont protesté le groupe Sédiment. Maintenant, c'est là où l'État du Sénégal a sorti encore un nouveau décret pour dire que maintenant, s'il s'agit de 10 hectares, ce sera le sous-préfet qui va s'en charger. Et aussi, au-delà des 10 hectares, si on a compris entre 10 hectares et 50 hectares, le préfet du département va donner son approbation. Et si c'est plus de 50 hectares, c'est le gouverneur de région qui va donner l'approbation pour que ces terres-là soient exécutoires. Mais après ce décret, l'État du Sénégal a mis en place un projet qui en trouve même que le PIDAS avait déjà essayé avec 9 communes au niveau du Nord. C'est le système d'information foncière. Avec cet outil, le PIDAS a pu enregistrer l'ensemble, à régulariser d'abord, parce que c'est un outil qui va permettre aux paysans de se régulariser avec leur parcelle. Parce que là, pour le problème, c'est que les paysans qui sont au Sénégal,
Elle ne détient pas de titre de propriété pour dire que ces terres-là les appartiennent. Et on veut le droit coutumier qui leur a offert ces terres-là à travers des conflits qui sont avant même la colonisation qu'ils ont touché ces terres-là. Donc, ils n'ont pas le droit de propriété de permettre que ces terres-là voient les papiers des terres-là qui nous ont. Et maintenant, avec le système d'information foncière, ça va leur permettre à ce que déjà de se régulariser pour avoir des papiers justifiant qu'ils possèdent ces terres-là et ça les appartient. Mais aussi, l'État du Sénégal aura la traçabilité de tout ce qui est demande d'application ou désapplication sur l'espace foncier. Maintenant, c'est sur cet outil que l'État du Sénégal va mettre un projet de mettre en procès. C'est le projet de sécurisation foncière. Ça va se faire sur une centaine de communes maintenant pour au moins élargir le projet national. C'est que l'État du Sénégal a déjà proposé comme solution et on peut quand même penser que cet outil peut permettre à mieux gérer l'assiette foncière du Sénégal. D'accord, merci. Merci. Merci, vous voyez qu'il y a des solutions quand même. Et moi je trouve intéressant, il a parlé tout à l'heure d'un cas d'accaparement dans lequel c'était pas une multinationale, c'était juste un individu qui est sénégalais lui-même, mais qui lui il est milliardaire, qui a eu cette idée-là de s'accaparer, enfin de récupérer des terres agricoles pour les transformer pour d'autres choses. Et je trouve ça intéressant parce que donc le problème actuel, le problème de foncier justement, c'est pas que ce soit seulement des multinationales étrangères, c'est juste le côté capitaliste de ce processus un peu pervers. C'est-à-dire n'importe quelle personne qui est dans une dynamique capitaliste, ce qu'on dénonce justement, c'est le côté capitaliste, c'est pas le côté qui a des contributeurs, des personnes qui contribuent, qui viennent de l'étranger, qui contribuent. Du coup, je trouve ça assez intéressant de positionner ça. Du coup, merci Abdou. Là, je ne sais pas si vous avez des questions pour moi. Abdou, le système de gestion des terres, je voudrais savoir, puisque les agriculteurs doivent aller sur l'essentiel des documents pour définir les terres, est-ce que ce sont des terres déjà cultivées ou c'est l'ensemble de leurs terres? Et si c'est l'ensemble de leurs terres, comment ils pourront justifier, puisqu'ils n'ont pas encore de titre, ils n'ont plus de droit de propriété, comment ils pourront justifier? Bon, par rapport à cela, il y aura, parce qu'au niveau je n'ai même parlé de la loi 64, il y avait déjà permis à ces paysans, pour une résidence en 1964, d'avoir des titres de propriété. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'information pour les villages. La majorité, c'est pourquoi à Dakar, on dit très souvent que Dakar appartient à la communauté. Parce qu'eux, ils étaient dans l'administration, ils avaient l'information, donc ils se sont précipités pour aller déjà, étant donné qu'ils ont déjà l'information, se régulariser pour dire que telle parcelle, ça va partir. Maintenant, avant de dire que telle parcelle va partir, on veut dire que au Sénégal, il y a ce qu'on appelle le droit coutumier. Et ce droit coutumier-là, c'est ça qui va leur permettre de les appartenir, mais avec une enquête qui va se faire au niveau de la localité, parce qu'au Sénégal, comme on dit, dans les villages, tout le monde connaît qui appartient à telle parcelle. Parce que pour avoir des parcelles, normalement, tu as un droit du jazz que tu as déjà en possession. Et là, c'est ce droit du jazz-là et les enquêtes que les gens vont faire sur le village qui va permettre à ces gens-là de dire que voilà, tel appartient à telle personne. Mais c'est pas que tu dois venir de n'importe où, de venir dire que voilà, les parcelles qui se trouvent à telle occasion, tel lieu, ça m'appartient et après on va te le donner. Tu vas tout juste déjà avoir une droit de chasse que tu avais déjà, que tu vas présenter à la commission qui va s'en charger. Et cette commission, il y aura le chef de village qui sera déjà, qui habite dans le village et qui a l'historique déjà du village. Mais tu es là? Il y a des questions? Et qui ne connaît pas, qui a toutes les informations liées au village. Et ce chef de village-là doit maintenant
la commission dominante va mettre en place là pour enregistrer avant de. Ok, mais si la déclaration du droit de voter doit se baser sur le droit coutumier, est-ce que ça ne crée pas souvent de conflits au sein des conflits peut-être, je veux dire, interpopulation, au sein même de la population? Compte tenu qu'il y a peut-être il y aura des gens, des étrangers, je veux dire, des gens de la sous-région qui pourraient s'installer pendant 50 ans, et du coup, ils auront tendance à penser que la terre leur appartient, alors que peut-être que ce n'est pas le cas. Tu m'entends? Je crois qu'on est perdu. Bon. Je pense que C'est les élèves je vais laisser les autres, on pourrait discuter en interne après, je sais pas. Parce que je lui demande, parce que en Côte d'Ivoire, effectivement, il y avait au début, il y avait cette histoire de la terre appartient à celui qui la met en valeur. Ça, c'était la déclaration de notre premier président, Boigny. Et du coup, il y a eu des étrangers, il y a eu 3 Ivoiriens, tu ne peux pas mettre ta terre en valeur. S'il y a un étranger, ça veut dire qu'un Burkinabé, un Malien, ou bien un Français, s'il arrive à mettre la terre en valeur, si c'est 10 000 hectares, ça t'appartient. Et arrivé un moment, l'État a vu que cette politique n'était pas la bonne. Après, maintenant, on dit, ok, il faut maintenant venir s'enregistrer pour déclarer tes terres. Alors qu'il n'avait pas de droit de propriété. Soit la terre se faisait par, j'appelle mon petit-fils, tu vois, ma terre, ça part d'ici jusqu'à la rivière qui est là-bas, ou bien ça part d'ici jusqu'au gros arbre qui est là-bas. Et c'est comme ça que les gars cédaient les terres. Et du coup, ça entraînait des soucis au sein de la population. Et l'État a récupéré toutes les terres avec les populations qui n'ont pas eu cette possibilité de pouvoir déclarer avec des preuves. Et quand l'État a récupéré ces terres appartiennent à l'État maintenant. Et ce sont ces terres maintenant, l'État fait avec ce qu'il veut en fait. Oui. Donc je lui demandais, et là maintenant l'État va vers les chefs coutumiers, puisque normalement ils sont censés connaître un peu l'histoire du village. On va vers eux pour savoir, réellement on fait une enquête pour savoir est-ce que ce monsieur-là, ses parents, ses arrivées, c'était comment ici, c'est où ils étaient. Mais c'est toujours un souci en fait parce que c'est pas trop vérifié. Voilà, un étranger peut s'installer 100 ans de génération en génération et puis ses enfants en fait, pour finir, ils deviennent peut-être même des Ivoiriens. Alors que cette partie n'était pas pour son père en fait, c'était soit peut-être par fermage et le fait de continuer. Et chez nous même aujourd'hui on parle de conflit foncier, c'est pas ce que vous attendez. Parce que le gars il arrive, il fait 10 ans, il pense que la terre c'est pour lui. Alors qu'on t'a remis juste pour faire tes cultures, le temps de te... Voilà, une location. Voilà, c'était fermage. Voilà, c'est un peu ça. Israël, tu voulais... Oui, par rapport à ce problème des paysans qui est très, très, très grave dans notre région, en tout cas en l'Ouest africain que je connais le plus, il y a 2 dimensions. Il y a la dimension, je dirais, beaucoup plus internationale, d'autres que vous avez stimulé, et l'arrivée des pays étrangers, la Chine par exemple, apparemment des terres, elle est très très présente, la Chine est présente, donc déjà des chiffres, mais au Mali que je connais le plus, où vraiment la vallée du Niger est très fertile. Alors là, la négociation se fait avec l'État. L'État négocie avec négocie des accords que les paysans ne connaissent pas. Forcément, si des terres sont données à une grande puissance comme la Chine qui promet peut-être construire une terre, etc., mais les paysans, ils n'ont rien à voir dedans. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils sont dans la portion congrue maintenant. Et une autre dimension de cet accaparement des terres, quand tu parles de la dimension capitaliste, c'est ça qui est aussi qui est important, c'est que, par exemple, le Burkina Faso, traditionnellement, la terre, quand on est dans un village, on sait que quels sont les premiers occupants, les terres appartiennent à quelle famille, etc., etc. Et les familles en question, elles prêtent la terre. Quelqu'un arrive, il veut, là, on dit peut-être il va donner à la fin de l'année, il va donner 2 tines, 3 tines, ça se négocie comme ça, et puis il travaille le temps qu'il veut. Bon, et puis un jour peut-être que le propriétaire peut la reprendre parce qu'il a des enfants, mais ça se fait de façon très facile. Alors, depuis 2006, il y a ce qu'on appelle au Burkina Faso, peut-être que ça se fait ailleurs aussi, on fait de la décentralisation. C'est-à-dire qu'il y a maintenant des communes qui ont des élus et qui font ce qu'ils appellent des lotissements. Exactement. Et quand tu fais les lotissements, ça veut dire que
histoire de dire ça appartient à mon grand-père, mon arrière-grand-père, c'est fini, ça devient propriété de la collectivité territoriale. Et à ce moment-là, n'importe qui peut venir faire ce qu'il veut, des citoyens, des Burkinabés aisés peuvent venir prendre la terre pour faire des immobiliers, pour faire des cultures de rente, etc. Et là, ça pose aussi d'énormes problèmes. Ce n'est pas la même activité que les Chinois et les autres, mais c'est aussi très important. Moi, j'ai vu des réunions autour de ces questions-là où les gendarmes ont dû intervenir parce que c'était vraiment très chaud, quoi. Alors, comme tu aimes bien les solutions, et je te comprends, un peu positives, maintenant, pour parler de ce que je connais chez moi, et ils ont commencé à demander, les paysans se sont tellement mobilisés contre ce lotissement et ces accaparements des terres par les bourgeois citadins, il faut dire ça comme ça, qu'on a commencé à donner des certificats chacun. Bon, c'est connu, hein, c'est vrai qu'au village, tout le monde sait que tel, ça appartient à telle famille, donc à donner des certificats pour qu'ils puissent se prévaloir de ces papiers et ne pas être privés de leurs droits. Et c'est des questions très très sérieuses, très sérieuses. Parce qu'en fait, finalement, avant cela, avant cela, les paysans étaient aussi victimes du fait que, par exemple, chez moi, on fait beaucoup de coton. Le coton qui est une culture de rente, donc on utilise beaucoup les terres les plus riches pour le coton, au détriment des cultures vivrières. Et chacun se dit, moi je vais faire du coton, comme ça je pourrais avoir de l'argent, je pourrais acheter des vivres. Mais si beaucoup de gens raisonnent comme ça, évidemment, après la production globale est faible, et évidemment, la loi d'offre la demande rapidement, les prix montent. Au départ, les prix sont faits, au moment des récoltes, les prix sont abordables. Il y a des commerçants qui viennent acheter pour revenir vendre plus tard pendant la période de soudure, quand il n'y a plus rien. Des fois, un paysan peut acheter son mil 4 fois plus cher que le prix pendant la récolte. La période de soudure, c'est la fin de la saison sèche et l'arrivée des premières récoltes. Je parle sous le contrôle des gens qui sont sur le terrain. Moi, je s'appelle Irénée Congo, je suis burkinabé, enseignant et quelquefois compteur. Et qui va être là demain à 14h. D'accord. Ouais, du coup, je tiens à souligner qu'il va être là pour animer un atelier autour des comptes demain matin. Pendant son temps libre, il fait ça apparemment quand ils sont venus de la fac de Paul Valéry. Super. Du coup, je vous invite à venir demain à 14h. Ouais, venez demain à 14h, ça va être cool. Et moi, je m'appelle Christopher, moi je viens de l'île Maurice. Et du coup, nous, on a une problématique similaire par rapport à l'accaparement des terres. C'est qu'en fait, nous, on n'a jamais eu de terre, vraiment. La majorité des Mauriciens, des gens qui habitent là-bas, n'ont jamais eu de terre. On achète les terres, comme tu as dit, là, en location pour 100 ans. Du coup, les gens qui ont les terres, c'est souvent les descendants de colons, qui ont encore plein de terres. On cultive la canne à sucre là-bas pour beaucoup. Du coup, les terres sont niquées de base, parce que même si on enlève les cannes, c'est moins pire qu'aux Antilles où du coup la terre est polluée pendant 300 ans avec le chlordécone. Et la canne à sucre aussi, ça défonce tout. Et comme tu as dit tout à l'heure, c'est une nouvelle colonisation, mais chez nous, en fait, ça ne s'est jamais arrêté. Même si on est indépendant depuis 68, il y a des nouvelles forces qui sont en vigueur. Avant, c'est peut-être la force qui a pris les pays. Maintenant, c'est la force de l'argent qui continue à prendre les terres et prendre la vie des gens. Chez nous, les seules terres où les gens pouvaient avoir accès, c'était un peu les côtes. Parce que après l'esclavage, les anciens esclavisés sont mis sur les côtes pour essayer de vivre de la pêche et de l'agriculture là-bas très très locale. Et maintenant, c'est le tourisme de masse qui prend toutes les terres du littoral, qui défonce les mangroves. Du coup, la marée monte, du coup, on n'a plus de terre physiquement parce que les hôtels et la mer. Du coup, l'accaparement des terres, on la connaît depuis qu'on existe. À part les marrons qui, du coup, allaient chercher les terres
qui n'était pas à eux, mais c'était une autre vie. Du coup, vous achetez Avec l'État. avec l'État. Et l'État, ils sont beaucoup de mèches, comme j'imagine, dans beaucoup de pays colonisés avec les lobbies, et souvent des lobbies capitalistes qui sont souvent étrangers ou qui ont construit leur fortune depuis des décennies. Après, moi je pense que c'est. Pardon, tu vois. Je pense que c'est intéressant. Ce que tu expliques tout à l'heure, c'est que on a un système traditionnel qui est marché en place, et puis il y a le gouvernement qui va décentraliser ça pour donner cette compétence de gestion du foncier à des collectivités territoriales. Dans une ambition d'institutionnaliser le côté foncier et tout, la question qui peut se poser, c'est que l'institutionnalisation, souvent c'est inspiré de. Parce qu'en fait, on parle dans ce cas-là des pays anciens colonisés, et souvent le système de foncier là qu'on a emprunté, c'est un pays des anciennes colonies. Et du coup, souvent c'est un grand échec parce que ça ne correspond pas vraiment à la réalité du terrain. Et moi, ça me fait penser, moi je viens d'Algérie, du coup, c'est pas ma génération, c'est la génération de mes parents. Jusqu'à les années 70, la terre, ça appartient à des générations de générations. Mon grand-père, le père de ma mère, il avait des grosses terrains, le grand-père de ma mère, il avait des terrains, et puis les enfants, ils ont arrêté et tout. Et donc à la génération de ma mère, un peu avant ça, mon grand-père, le gouvernement a décidé d'attribuer la terre à celui qui la travaille, pas celui qui la possède. C'est comme tu as dit tout à l'heure. Dans les faits, enfin, dans la théorie, c'est très bien comme principe. C'est-à-dire, toi, tu as une terre, tu ne l'utilises pas, tant qu'à faire, on a quelqu'un d'autre qui la travaille. Mais dans les faits, c'est que vu qu'on est dans un pays très corrompu, on va le donner à des personnes qui sont de mèche avec le pouvoir et qui vont la réquisitionner, qui ne vont jamais l'utiliser. Ce qui fait qu'actuellement, en tout cas à l'état actuel des choses, on a une partie de la population qui a su garder ses terres en essayant de faire des petites récoltes. Du coup, et les agents d'État, quand ils viennent contrôler si tu travailles ta terre ou non, ils vont voir à peu près une petite cabane ici, tu stockes ton matériel. Sinon, il y a d'autres personnes, ils n'ont pas pu faire ça. Donc, le gouvernement, il a tout réquisitionné. Quand on était dans un gouvernement socialiste, un peu légèrement communiste, du coup, on a tout récupéré. Et au final, actuellement, les terres appartiennent en grande partie à des personnes privées qui étaient, parce que par leur ascendance, c'était de mèche avec le pouvoir. Mais aujourd'hui, ils peuvent plus. Les autres personnes peuvent moins avoir accès, soit ils doivent juste l'acheter. Du coup, la question c'est qu'elle se pose, est-ce que le système justement qu'on veut emprunter, qui est occidental, sur l'institutionnalisation du foncier, est-ce qu'il est adapté ou non? C'est ça le truc. Est-ce qu'on copie-coller un système? C'est vrai qu'en France et en Europe, en tout cas, ça marche très bien, cette idée où c'est les collectivités territoriales qui gèrent le foncier et tout. Est-ce que ça marche vraiment dans d'autres pays et tout? Enfin, c'est une question ouverte. Bonjour. Bonsoir plutôt. Donc, Mamour Seck, moi je suis membre de l'association des Sénégalais libéraux. Je pense que c'est intéressant d'avoir déjà le film qui est vraiment en focus sur un problème, un vrai problème qui se pose actuellement au Sénégal. Et à côté, tout ce qui se passe aussi en Europe. Malgré tout, le SCOT, c'est-à-dire le chemin de cohérence territoriale, est un vrai projet qui englobe actuellement, donc, par rapport à votre question, l'ensemble, c'est-à-dire aujourd'hui on n'est plus dans, je pense qu'en Europe, sur l'idée du foncier, parce que ce que j'ai compris, c'est que le foncier appartient toujours à un ennemi. Quelle que soit la partie coupée en France, on va dire que ça appartient, ça c'est déjà identifié. Ce qui n'est pas le cas de plusieurs pays, dont le Sénégal, où je pense qu'il a bien expliqué, voilà, c'est l'État, 95%, l'État qui décentralise, et donc là, ce qui s'oppose, c'est vraiment aujourd'hui, je pense, sur le cas du Sénégal, le problème, c'est l'État, c'est à l'État d'organiser. Maintenant, dans cette organisation, il y a, comme on dit, on a un monde à nourrir. Voilà, c'est ce que posent aujourd'hui les Européens, l'Asie et partout. Donc l'enjeu, c'est là où je pense que la société civile, la société civile, pour moi, je crois plus à la société civile
qui est en capacité, par des individus pareils, qui peuvent voir l'enjeu et commencer à aussi à influer et à agir, voilà, agir dès qu'on peut, en tant qu'association. Ce qui s'est passé dans le film, d'ailleurs. Voilà, donc moi je pense que c'est ce qu'il faut. Et après, être vraiment vigilant et comment on dit quoi, tireur d'alerte à chaque moment que c'est possible. Voilà, mais pour moi, ne serait-ce qu'en Europe, hein, en France, on va aujourd'hui, Vallée Cœur de l'Hérault, les mêmes problèmes se posent. Les entreprises essaient de voir en disant, bon, écoute, comment nous on peut positionner notre activité en tant qu'entreprise. Et derrière, il y a des viticulteurs hein, qui ont envie qui n'ont même pas il n'y a plus de reprise au niveau familial et qui disent, bon, ok, le plus intéressant, c'est essayer de vendre les terres. Et voilà, donc soit légiférer, ce qu'on essaie de faire, surtout en Europe, mais je pense que voilà, on répond en Europe, mais en Afrique, aujourd'hui, je pense que l'idée, vu la démocratie commencer, hein, fragile, je ne dis pas que ça n'existe pas, parce qu'il a bien défendu hein, en posant que oui, voilà où on en était après l'indépendance, voilà aujourd'hui ce que l'État essaie de faire. Même après le film, hein, je pense qu'il y a, voilà, moi dans la question on garde de l'espoir ou de la justice, je pense qu'il faut garder l'espoir. Mais c'est pour moi la société civile vraiment de mener aussi le jeu, quoi. Ne pas laisser, je veux dire, je viens d'un village, je serai en tant que membre de ce village, être vigilant sur ces questions, quoi. Quel que soit le maire qui y sera, chaque terre qui va être cédée, se renseigner, s'informer et agir. Je pense que c'est la seule solution possible en attendant. Bon, voilà, quoi. D'où l'idée d'organiser des événements. Donc voilà, un gouvernement qui légifère de façon correcte. Voilà. Je crois qu'Agnès, je voulais parler tout à l'heure. Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui est commun, hein, qu'on voit effectivement sur nos terres agricoles, pas si loin que ça de Montpellier, hein, dans les Hérault, dans la plaine litéroise, chez les viticulteurs, qui est que la destination de la terre, enfin, quoi la terre va-t-elle être destinée? Est-ce qu'elle est destinée à de la culture? Quel type de culture? Est-ce que c'est une culture vivrière ou une culture de rente, comme était évoqué sur le coton? Est-ce qu'elle est destinée à du logement? Parce que chez nous, c'est ça, hein, les villages, tous les villages de l'Hérault, toutes les cultures qui sont tout à fait autour du village, elles sont bouffées petit à petit par des lotissements qui s'étalent complètement autour et qui mettent aussi en péril les cultures vivrières potentielles dont on aurait besoin pour remplacer les cultures, les effets néfastes au fin fond de l'Espagne et autres. Ou alors, est-ce que c'est pour le tourisme? Parce que c'est aussi des questions qu'on connaît ici sur la côte, hein, effectivement, la question du tourisme, plutôt que de la pêche, plutôt que, etc. Et alors, la société civile, oui, mais je pense qu'il y a quand même un rôle institutionnel qui ne peut pas être délégué au marché librement, qui est celui d'avoir une vision globale des besoins de la population, des besoins de logement, parce que les besoins de logement, ils existent, des besoins d'alimentation, parce qu'ils existent aussi, des besoins, effectivement, éventuellement de la revenu tiré du tourisme, pourquoi pas, hein, enfin, c'est pas en soi répréhensible, mais il y a une analyse, une régulation, alors qui peut être faite peut-être par la population civile, mais à mon avis, si elle s'organise suffisamment pour avoir une expertise et une vision d'ensemble, parce que sinon on va être sur des décisions qui sont peut-être pas suffisamment à la bonne échelle, quoi. Et cette régulation, on sait qu'en France aussi, elle est foireuse. Parce qu'on sait que nos maires, ils sont prêts à transformer des terres agricoles qui n'ont pas destination à être construites en terres constructibles, juste parce qu'on leur aura mis un pot de vin sur la table. Hein. Enfin, c'est pas, moi, j'ai vu ça dans des villages. Et c'est comme ça que naissent des lotissements champignons tout autour des villages, là, et qui posent le problème, à mon avis, qui est peu vu en France,
aussi de nos cultures vivrières. C'est intéressant parce que tu parles de l'aspect commun. Dans le film, il signale bien à la fin, là, il y a la Via Campesina. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez compris un peu, la Via Campesina, c'est un espèce d'accord entre plusieurs paysans un peu partout dans le monde. On est avec des paysans, des travailleurs, travailleuses du milieu agricole et des personnes indigènes, de populations indigènes, pour les protéger. Il explique bien que c'est des questions communes parce qu'il y a des personnes qui viennent du Québec, du Mexique, qui viennent un peu partout de Haïti, qui partagent les mêmes soucis, je pense. Mais du coup, je passe à toi et après Maléange parce qu'il y a pas mal de trucs à nous dire. Aussi des solutions, je rappelle. Je vais pas tout long. Bonsoir. En fait, moi, je viens du Tchad, beaucoup plus de l'Afrique centrale. C'est quoi ton prénom? C'est Mahamat. Oui, je viens du Tchad et de l'Afrique centrale. Et je pense que le problème est partout ailleurs, surtout en Afrique. Au Tchad, je pense que le problème c'est un peu pareil en fait, de l'accaparement des terres et tout. Et une fois, il y avait des Chinois qui étaient au Tchad et qui ont fait un petit voyage. Ils étaient étonnés en fait de voir pas mal de terres qui n'étaient pas du tout travaillées. Et moi, je pense que le problème, c'est au niveau de l'État qui signe des accords. Et après tout, les paysans n'en bénéficient rien. Et quand on essaie de voir le paysan, ils ne travaillent pas du tout en fait. À ma connaissance, et ce que j'avais vu, eux souvent ils font un truc de 1 hectare, 2 hectares et ça va, ils s'arrêtent. Et ces derniers temps-ci, c'est des gens qui ne cultivent pas du tout, ils n'ont pas de gros moyens et il y a des contraintes climatiques, il y a pas mal de choses. Et par exemple, au Tchad, il y a pas mal de terres en fait. Nous, c'est le 5e ou le 4e pays le plus grand en Afrique. Et si on voit, il y a pas mal de terres qui sont arables et qui ne sont pas du tout cultivées. Et je pense que s'il y a des multinationales qui viennent et qui essaient de signer un accord qui sera bénéfique pour le paysan, pour l'État et pour ces multinationales, je pense que c'est une très bonne chose. Et parce qu'on ne peut pas compter sur des paysans qui font 1 hectare ou 2 hectares pour leur survie pour la saison prochaine, ensuite ils font la même chose. Et du coup, s'il y a des gens qui viennent pour faire de la culture à grande échelle, je pense que c'est une bonne idée. Et en parlant du Sénégal, je ne sais pas trop, j'en connais pas trop de chiffres, mais je sais que c'est un pays, vu sa superficie et vu que c'est un pays aussi qui est touché par le Sahel. Le problème le plus récurrent au Sénégal, c'est le problème de la pêche. Moi, je pense que c'est le problème de la pêche. Et là, on en parle tout le temps, il y a plus d'espèces, il y a pas mal d'espèces qui disparaissent. Il y a pas mal de poissons et je pense que le problème le plus récurrent, c'est celle de la pêche en fait, et non celle de l'accaparation des terres. Ok, on prend une question. Tu parles du cas Tchad de ces agriculteurs qui n'arrivent pas à exploiter en grande surface, soit juste pour les subsistances, et du coup, toi, tu trouvais intéressant que c'était soit exploitable par les grandes multinationales. Mais est-ce que tu as conscient que généralement c'est pour des cultures d'exploitation, soit des cultures de rente ou bien du biocarburant? Et du coup, quel est l'avantage de céder ces terres à ces privés, à ces étrangers ou bien des personnes? Parce qu'il y a des, comme vous l'avez dit là, il y a des gens, voilà. Même chez nous, il y a ces genres de personnes en fait, des Tchadiens qui ont vraiment du poids et qui font des cultures à grande échelle, à très grande échelle. Des préférences des Tchadiens qui font des cultures à très grande échelle, mais n'empêche que s'il y a des internationaux qui viennent, qui signent des très bons accords qui sont bénéfiques, gagnant-gagnant, entre guillemets, comme on le dit, gagnant-gagnant. Des raisons? Est-ce qu'il y a des accords gagnant-gagnant? Parce que des fois, ils disent que c'est des accords gagnant-gagnant, mais il y a toujours un gagnant et un perdant. Exactement, raison pour laquelle j'ai dit c'est l'État en fait. C'est l'État qui ne signe pas des accords. Comme on le dit souvent, pour signer une mauvaise accord, mieux pas d'accord. Donc, je pense que si on signe des accords, comme on le dit, gagnant-gagnant, je pense que ça sera bénéfique pour les paysans, pour l'État et pour le multinational qui vient en fait. Est-ce qu'au Tchad, les terres les agriculteurs ont le droit de trouver là-bas? Est-ce que les terres sont déjà reconnues par l'État? Non. Du coup, qui gère ces terres? C'est l'État qui. C'est pas l'État en fait. C'est ça? Non, c'est pas l'État. Souvent, c'est les paysans qui gèrent leurs terres. Mais à de très grandes circonférences, là, je ne sais pas, mais quand tu prends, il y a un petit village ici, tous les terres qui sont à côté, c'est le chef de terre ou le chef de village qui gère ça.
Et là, on nous dit souvent c'est des bouches à l'oreille, c'est mon grand-père qui m'avait donné ça. C'est comme ça que ça se fait en fait. Moi, je pense que dans un pays qui fait face déjà à l'insécurité alimentaire, je trouve que c'est problématique de laisser des terres du pays à d'autres personnes qui vont venir cultiver la terre et l'amener chez eux. Parce qu'en fait, la problématique, il est double. En fait, tu as des pays qui ont des problèmes qui pensent qu'ils ont des problèmes d'insécurité alimentaire. Et du coup, pour répondre à leurs besoins, ils viennent prendre des terres, au Tchad par exemple, qui produisent et qui prennent cette production et qui l'amènent dans leur pays. Et du coup, en fait, ils ne répondent pas à la souveraineté alimentaire du Tchad, de l'Afrique. Et du coup, en fait, ça c'est problématique en fait. Du coup, moi je ne suis pas d'accord avec le fait que, en fait, il faut des accords gagnant-gagnant avec des multinationales. Je ne trouve pas où est le bénéfice là-dedans. Moi je trouve qu'en fait, la solution, ce serait peut-être, parce que je ne sais pas, peut-être ça serait de favoriser. Tu vois, tout à l'heure, tu disais qu'en Afrique, on a des problèmes de production parce que, par exemple, un agriculteur peut avoir 30 hectares et utiliser juste 2 hectares. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les moyens, il n'a pas les machines, il n'a pas les semences qu'il faut. En tout cas, tous les intrants dont il devrait disposer pour produire suffisamment pour se nourrir et vendre sur le marché, il n'a pas ça. Du coup, comme il n'a pas ça, il produit juste avec les moyens du bord, du coup, il ne va pas utiliser ses 30 hectares, il va juste utiliser 1 hectare, et ça, c'est une perte. Et au lieu de proposer une solution, propose ça. Et du coup, moi, je trouve qu'au lieu de favoriser la vente des terres à d'autres, c'est plutôt financer l'agriculture familiale, parce qu'en Afrique, il faut le dire, il faut le reconnaître, que nous, ce qu'on connaît, c'est l'agriculture familiale. Produire pour se nourrir d'abord, et après, le reste, ça va se nourrir. Et du coup, après le reste, tu le vends sur le marché. Tu nous écoutes? Tu nous entends? Oui, je vous entends. Juste, je voulais juste, parce que ce que vous venez de dire, la logistique, par exemple, si l'État du Sénégal, en connaissant nos pays qui sont des pays sous-développés, on prend l'exemple du Sénégal. Et le Sénégal, par exemple, le gouvernement va financer l'ensemble des agriculteurs qui font de l'agriculture familiale. Mais on me dit que c'est quasi impossible. Maintenant, la majeure part d'entre nous, je peux encore donner l'exemple de l'Inde, c'est des hectares, plus de 225 hectares qui sont là-bas. Certes, le multinational est venu, il voulait accaparer ces terres de force. Même si ce n'est pas de force, parce qu'il a des papiers qui prouvent que les terres lui appartiennent maintenant, il a acheté ces terres. Mais ces gens-là, comme je vous l'ai dit, ils faisaient les droits coutumiers à cause de ça, ils se sont dit que c'était les appartiennent. Maintenant, si ces gens-là croient que les terres les appartiennent et qu'ils n'ont pas la possibilité de gérer ces terres-là, ils n'ont pas la possibilité de mettre en valeur ces terres-là, mieux c'est peut-être à ce qu'il y ait des collaborations franches, des collaborations entre la population et ceux qui veulent gérer, qui veulent peut-être investir sur ces terres-là. Et là, même si les propriétaires de ces terres vont faire une sorte de location à ces multinationales, à ces eux, ils vont y gagner et les multinationales aussi vont y gagner et tout le monde y gagne. C'est mieux que de laisser des terres. Vous prenez la vallée du Sénégal, de l'axe Mboro jusqu'à Saint-Louis. Ce ne sont que des terres que nous devons cultiver. Et ces terres-là ne sont pas exploitées du tout. Et pendant ce temps, on est là à crier dessus que voilà la sécurité, insécurité alimentaire, sécurité alimentaire. On n'a pas les moyens de faire peut-être une irrigation qui permette à ce que l'eau puisse accéder à cette terre-là. On ne peut pas attendre que la saison des pluies pour dire que voilà ce qu'on va faire maintenant, c'est attendre la saison des pluies pour faire de l'agriculture. Il y a des systèmes d'irrigation qui sont là et que ça nécessite des moyens. La SAID est en train de faire des efforts sur ça. Pourquoi pas maintenant l'État du Sénégal, en collaboration, je peux dire même les communes qui représentent les populations, parce qu'un élu local, la population est appelée pour que tu les représentes. Donc, ils doivent mettre en place des mécanismes qui permettront à ce que ces terres soient exploitées de façon
durable d'un côté et que les populations ne vont pas perdre leur terre et que le multinational qui vient investir, il peut investir après. Il s'en va, même s'il s'en va, le propriétaire du terre va rester avec ses terres. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que aussi bien les paysans que même les pays ont véritablement un pouvoir de rapport de force, de pouvoir négocier avec les multinationales, de pouvoir louer justement leur terre? C'est ça, moi, ce que je veux dire. Par exemple, le problème de l'Angleterre, c'est à travers un rapport de force que les populations ont pu récupérer leur terre. C'était à travers des rapports de force. Et c'est très récent, c'est en 2020. Donc, systématiquement, même les gens, le documentaire qu'ils ont produit, à cette année, ils devaient faire le projet à Kodor. Mais ils ne l'ont pas fait parce que la population se sont révoltés et ils sont sortis. Ils se sont dit que là, non, on arrête. Et ce qui s'est passé, ils ont essayé de trouver un autre site à l'échafaud. Mais tu vois, Abdou, en fait, tous les pays et tous les paysans ne vont pas résister comme ça. Et c'est pas les mêmes. Tu vois, il y a des paysans qui sont vraiment expropriés, même s'ils sortent pour faire des marches. Ils sont quand même. On les chasse quand même de leur terre, tu vois. Ce que tu dis, en fait, c'est des cas exceptionnels. Par exemple, le problème d'Angleterre. Ça, la personne qui est venue pour acheter des terres dans cette commune-là, c'est un Sénégalais, tu vois. Et peut-être que ça, en fait, ça a facilité les choses. Il peut se dire, bon, je vais aller chercher ailleurs. Et je pense que ça, en fait, ça s'est fait au détriment de la population locale parce que l'État, il vient laisser des terres sans que la population sache que, bon, moi j'ai 30 hectares, l'État vient, prend mes 30 hectares, le donne à quelqu'un qui est un Sénégalais, qui travaille qui est fondateur d'une industrie agroalimentaire, je ne sais plus. Et du coup, moi je ne suis pas au courant qu'on a cédé mes terres. Et bonjour, je vois la personne qui vient, qui amène des machines, qui essaie de construire des trucs. Du coup là, ça devient problématique en fait. Et là, c'est vrai, la population s'est révoltée. Mais est-ce que. C'est parce que le Sénégalais qui a ses terres et qui n'a pas reçu un titre de propriété pour vivre, parce que avec la légifération, ce qui est sur en l'État du Sénégal reconnaît que les papiers, mais il ne reconnaît pas le droit de l'eau. Donc le problème va se poser entre le droit de l'eau et ceux qui ont déjà un titre de propriété. Imagine, moi j'ai un titre de propriété sur une parcelle, par exemple, vous me dites que ce sont vos parents qui l'appartiennent. Si on va en justice, qui est-ce qui va faire? Mais tu vois, ça peut être une solution de faire des cadastres, que chacun ait foncier. D'autant plus que voilà, maintenant, GPS, donc on peut très bien faire des tracés GPS pour déterminer les surfaces. Voilà. Et puis, pour rebondir sur ce que disait des paysans, même des groupes de paysans, quel poids ont-ils face à des multinationales qui brassent des milliards et des milliards de dollars, d'euros? Ils peuvent crier tout ce qu'ils veulent, ils peuvent protester tout ce qu'ils veulent, mais quand tu as l'argent dans les poches, plein les poches, tu peux acheter des gouvernants, tu peux acheter des locaux, et les paysans, ils l'auront toujours. On peut même acheter certains paysans. Et diviser le groupe. Et diviser les groupes. C'est très facile d'acheter des gens. C'est ça qu'on dit au Sénégal, par exemple, il y avait des produits fonciers au Sénégal. L'ensemble des administratifs vont quand même être accablés sur cette production parce que c'est eux qui sont en train de favoriser les surfaces que les gens accaparent pour produire. Mais maintenant, si la population, par exemple, a pu se régulariser, parce que quelqu'un aussi qui n'a pas de papier, qui dit que ces terres nous appartiennent, mais n'importe qui peut venir présenter des papiers et dire que ces terres-là vont partir. Et là, on va parler d'accaparement, d'exploitation foncière et tout ça. Alors que c'est là où je dis que maintenant, le projet PROCEP est intéressant parce que ça permet à ces paysans-là qui ont déjà un droit de gaz sur ces terres de se régulariser. Et maintenant, personne ne va venir chez moi et dire que
Alors, les protéger les papiers, ils trouvent que ces papiers-là, c'est tellement pratique. Et les gens vont venir me dire que voilà, je vais prendre ce terre de force pour les. Après, si tu veux vendre, tu vois, si tu as tes papiers, si tu veux vendre, tu peux vendre. Tu vois, là, tu peux vendre si tu le veux. Personne ne va te chasser. Mais moi, j'aimerais juste remonter par rapport à ce que tu as dit. L'État ne peut pas financer l'agriculture familiale, c'est impossible. Du coup, il faudrait signer des accords gagnant-gagnant avec les multinationaux parce qu'on a des terres, on a plein de terres qui ne sont pas exploitées du coup. Mais en fait, ça, moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu dis que l'État ne peut pas financer l'agriculture familiale et du coup, qu'il faudrait en fait favoriser des accords gagnant-gagnant entre la population, une population et les multinationales. C'est ça que je ne comprends pas en fait. Parce que moi, j'irais plus dans le sens, faudrait plus financer l'agriculture familiale qui est dans nos habitudes, qui est quelque chose que l'on connaît, que favoriser des accords gagnant-gagnant avec des multinationales. Parce que c'est vrai, on a des terres qui sont libres, qui ne sont pas cultivées, mais ça, c'est parce que l'État ne finance pas l'agriculture. Et moi, je pense que c'est ça le problème. L'État ne finance pas l'agriculture, les jeunes ne peuvent pas travailler, du coup, ils vont migrer, ou ils vont quitter le village, ils vont vers les villes, ils cherchent à venir en Europe. Du coup, je pense que plutôt que de faire, ça en fait, ça favorise justement l'insécurité alimentaire, ça favorise l'exode rural, et je pense que ça pose problème. Il faudrait plutôt financer l'agriculture familiale pour inciter les jeunes à rester dans les villages, pour produire et se nourrir d'abord, parce qu'en fait, on parle d'abord de sécurité alimentaire, après d'autosuffisance alimentaire. Tu te nourris d'abord, après tu vends. Moi, je pense que ça, c'est une solution, parce qu'en fait, on essaye de produire au maximum, mais est-ce que ça, c'est vraiment important? Moi, je pense que l'important, c'est de se nourrir d'abord, et après, on verra le reste. Faut pas aller dans ce système de capitalisme où on doit toujours produire. On a des espaces, du coup, il faut prendre nos espaces, les vendre. La terre ne va plus t'appartenir si tu vends la terre. Et ça aussi, ça pose problème. Et du coup, par exemple, l'exemple de la Chine qui vient en Afrique, qui produit des tomates qui sont modifiées génétiquement, qui utilisent plein de pesticides et du coup qui polluent l'eau, qui détruit la nature. Ça aussi, ça pose problème parce que dès l'instant qu'une entreprise vient s'implanter dans ton pays, s'accapare des terres et fait des productions agricoles, tu ne vas pas leur dire, faut pas utiliser des pesticides. Il y a plein de problématiques environnementales qui se posent et du coup, il faut réfléchir globalement. Il ne faut pas se dire, on a des terres qui ne sont pas utilisées, faut les utiliser, du coup, il faut les vendre ou il faut les louer. Non, je ne dis pas qu'il faut vendre ces terres parce que la terre, on ne vend pas. Ça dépend. Mais par exemple, je pense que ça dépend. L'exemple de la SAED. La SAED, c'est une société qui est là, et c'est une société sénégalaise qui est là, gère une société même de l'État. Et cette société-là est en train d'aider les paysans qui sont par exemple au niveau de la vallée du Sénégal à quand même faire de l'agriculture avec l'irrigation. Et même ils vont aller chercher des financements quand même à l'extérieur. Ils vont chercher des financements pour leur permettre de mettre en place le projet. Et même quand on parle d'autosuffisance alimentaire au Sénégal, le président de Macky Sall pense qu'avec la SAED, il peut arriver quand même à avoir l'autosuffisance alimentaire. C'est ce qu'il pense. Maintenant, la SAED est en train de faire des efforts au niveau de la vallée. Maintenant, d'autres entreprises, par exemple, ou bien d'autres sociétés de l'État qui trouvent des partenariats, je te dis, on peut penser que, certes, si on dit qu'on ne peut pas avoir autant de partenariats internationaux, c'est peut-être qu'on est complacé de dire à peut-être le multinational qui vient, qui veut peut-être investir sur l'agriculture. Si on a le complexe de dire que nous avons une terre, vous voulez de l'investissement, vous pouvez investir sur terre. Nous avons aussi des gens qui sont là, qui travaillent par exemple sur l'agriculture, orienter un projet, ou bien un projet que vous allez encadrer en gouvernance avec la société qui va être sénégalaise qui va gérer ça. Après, les paysans même vont continuer de travailler sur ça, et de faire sur ça, et après eux, sur la vente, ils pourront peut-être récupérer ce qu'ils ont investi sur le projet. Et non pas, par exemple, de laisser. Je pense qu'on a compris que le sujet des Français, et c'est un sujet assez connu,
qui est assez controversée. C'est pas pour rien que toi tu as travaillé sur cette question parce que c'est toute une controverse, parce qu'il y a des avis qui sont assez entendables des deux côtés. Et pour un peu aller dans un sujet un peu plus consensuel, je pense, et surtout parler d'engagement, qu'est-ce qu'on peut faire après? Après, on peut discuter de ça éternellement, mais je pense que c'est intéressant justement de parler d'un truc plus positif, on peut dire. On parlait tout à l'heure des paysans, de financement des paysans, d'agriculture familiale, ce que tu appelles. Il y a le côté financement, justement, accompagnement financier, et aussi le côté accompagnement technique et formation. Du coup, toi, tu as apporté une solution magique, on peut dire. C'est pas magique du tout. Et vu qu'on parle de l'engagement, justement, comment à notre échelle on peut être engagé, Marie-Ange, elle est venue justement ici pour nous expliquer un dispositif qu'elle a mis en place sur ces questions justement de formation de paysans. En fait, quand j'étais en deuxième année de DUT, parce que. Je suis pour les histoires, vas-y. Voilà, je suis d'origine sénégalaise et après mon bac, je suis venue en France. J'ai fait 2 ans de DUT à Digne-les-Bains, vers Manos-Sisteron. Donc c'était un DUT génie biologie contre agronomie. Et du coup, les cours étaient très intéressants, les profs aussi. Et du coup, je me disais, en fait, c'est ce que j'apprends à l'école, il faut que je le partage avec d'autres. Et je me posais la question, est-ce que ce que j'apprends à l'école, est-ce qu'en fait, au Sénégal, est-ce qu'ils ont, ceux qui font agronomie, comment est-ce qu'ils ont le même niveau de connaissance que moi, de 1. Et aussi, je me posais la question, là, on faisait des sorties avec l'école et tout ça, et du coup, je voyais que les agriculteurs, ils étaient accompagnés, il y avait des techniciens, enfin, s'il y avait un problème, il appelait le technicien, il y avait la chambre d'agriculture. Enfin, je me dis, mais attends, est-ce que tout ça, parce que moi, je suis venue après le bac, je ne savais pas c'est quoi le système au Sénégal, en tout cas pour l'agriculture, du coup, je me disais, mais est-ce qu'il y a tout ça, en fait, au Sénégal? Après, je me suis dit, bon, si l'agriculteur n'est pas accompagné au Sénégal, ce serait bien, en fait, de mettre en place un dispositif comme la chambre d'agriculture, d'accompagner l'agriculteur. Du coup, c'est là où j'ai commencé, j'ai commencé sur Facebook à faire, à chaque fois que je lisais des articles où j'apprenais des trucs à l'école, je résumais ça, je mettais sur Facebook et je mettais des images. Du coup, les gens ils pensaient que c'était une organisation. T'avais 18 ans alors? Oui, j'avais 18 ans, ils pensaient que c'était quelqu'un d'important, alors que pas du tout. Du coup, ils me demandaient de les former, alors que non, moi j'étais étudiante, j'étais en train de me former. Et donc, en fait, c'est là où je me suis dit, mais ce serait bien de mettre en place un dispositif qui va permettre non seulement de sensibiliser, d'informer, de former la jeunesse africaine en général, pour que, par exemple, les jeunes qui s'intéressent à l'agriculture, qui voudraient se former, l'agriculture, qui voudraient se former et qui n'ont pas été à l'école agricole, qui puissent se former en ligne, en tout cas pour ceux qui ont accès à Internet, qui puissent se former en ligne et pouvoir se lancer. Et du coup, aussi, le deuxième truc, c'est aussi permettre ce transfert de connaissances entre nos anciens, enfin nos pères qui cultivent la terre, qui ont des savoir-faire, qui ne sont pas forcément allés à l'école. Donc, ce transfert de connaissances entre nos anciens et la jeunesse, mais aussi inciter la jeunesse à se lancer dans l'agriculture. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé, j'ai créé une chaîne YouTube où je fais des vidéos de formation, de vulgarisation de l'information scientifique. Parce qu'ici en Europe, il y a beaucoup de choses qu'on apprend et on n'a pas le même niveau de connaissance. Et voilà, ces vidéos-là, ça. Peut-être on n'a pas le même vocabulaire. On n'a pas le même vocabulaire technique aussi. Et donc, ces vidéos-là, en fait, ça synthétise l'information scientifique de manière plus ludique et pédagogique. Et voilà, c'est comme ça que je fais des vidéos sur différentes thématiques qui touchent l'agriculture, l'élevage, l'agroalimentaire. Parce qu'aussi, il faut le dire que, en fait, faut que l'Afrique s'industrialise pour limiter tout ce qui est perte post-récolte. Et du coup, voilà. Je travaille sur ça. Et t'en es aujourd'hui, du coup? Et cette année, j'ai eu le statut association. Et du coup, le projet s'intitule. Ça va comment ta situation? Donc, au début, c'était Livret du petit paysan parce que c'était destiné à accompagner, informer et former l'agriculteur. Donc, c'était
le paysan, le petit paysan. Et du coup, je me disais, mais c'est trop long ce nom, livret du petit paysan. Et je me dis, ça va rien dire. Et donc, si vous avez des idées de nom, parce que là, je l'ai appelé Africa Agriculture. Africa Agriculture. Donc l'Afrique, avec un A comme Afrique, agriculture, mais il y a un seul A entre le A de la France. Je ne sais pas si vous comprenez. Du coup, sur les réseaux sociaux, vous tapez Africa Du Agriculture. coup, ça s'appelle Africa Agriculture. Voilà. Du coup, là, ça s'appelle Afrique. Mais il y a des gens qui ne savent pas le prononcer. Du Ah, coup, d'accord. c'est un peu problématique. Avec une grille d'agriculture, c'est un peu problématique. D'accord, ouais, c'est pour ça que je me suis dit, mais c'est. Tu crois que c'était une erreur? Non, mais je me suis dit, c'est non, c'est. Afrique Agriculture. C'est. Voilà, oui, Africa Agriculture, c'est vrai. Mais je suis d'accord. Donc c'est ça. Et du coup, en fait, moi j'aimerais beaucoup travailler dans ça, dans le sens de la vulgarisation, de la formation. La vulgarisation où je vais aller, tu vois, enfin, comme ce documentaire-là, j'aimerais beaucoup faire des documentaires où je donne la voix aux paysans, mais aussi j'aimerais beaucoup faire des formations en ligne, des formations en présentiel, pour que les gens qui veulent avoir accès à ça, ils aient accès à cette information. Et c'est à destination des jeunes Africains ou vraiment à tout le monde? Je pense que toute personne qui voudrait se former, parce que l'agriculture, enfin le vocabulaire quand même, il est commun. Personne qui voudrait mettre en pratique les conseils, les formations, par exemple la culture du piment, enfin, il y a des trucs que tu peux prendre et essayer d'adapter avec ton milieu. Donc je pense que... Mais en tout cas, c'est à destination des Africains, mais par exemple, il y a d'autres pays du Sud, l'Inde par exemple, s'ils veulent se former avec ces vidéos-là, ils peuvent. Je pense qu'avec l'écriture maraîchère, en 3-4 mois de formation, c'est top quoi. Après, allez voir sur YouTube, j'ai fait des vidéos sur la culture du piment, sur la pisciculture. Après aussi, il y a des vidéos qui dénoncent un peu, par exemple, des entreprises qui viennent, par exemple, au Sénégal, qui s'installent, qui prennent des noms, qui font... Quand tu entends le nom, tu penses que c'est une entreprise sénégalaise, alors que c'est... Mais c'est vrai, en fait, qui dénonce ce capitalisme, en fait, je pense que c'est plus des entreprises qui profitent du nom du pays, par exemple Pakistan ou Saint-Huile, comme on a vu dans la vidéo. Je pense que c'est des entreprises qui sont locales, qui sont des entreprises sénégalaises, alors que non. Et du coup, là, il y a plein de problématiques comme ça. Okay. Donc voilà. Je pense que c'est le marketing et puis c'est aussi mieux s'intégrer dans le milieu parce que paysage. Voilà. Imagine que peut-être c'est écrit dessus Europe à agriculture, qui va s'intéresser. C'est pareil. Aurélien? Oui, alors du coup j'avais une question pour toi. Je t'appelle comment? Je m'appelle Doudou, du coup. Une question pour Emmanuel? Non, pour toi. Ah oui. C'est vraiment une question, pas une prise de position, parce que j'ai aucune connaissance sur le sujet. Donc tu as dit que tout ce que tu apprenais à l'école, tu fais en sorte de transmettre le savoir aux agriculteurs sénégalais. Est-ce que tu penses que la manière de cultiver qu'on a en France, c'est pertinent de juste recracher tout ce savoir-là parce qu'on a peut-être des biais idéologiques, on a peut-être des biais, on n'a pas forcément les mêmes enjeux environnementaux, je sais pas. Donc je dis en fait que tout ce que j'apprends à l'école, j'essaie de le transmettre à d'autres. C'est pas que je prends tout ce que j'apprends et que je le transmets à d'autres. Parce que je suis consciente qu'en fait on n'a pas les mêmes réalités agricoles, on n'a pas la même agriculture et je ne vais pas inciter l'agriculture intensive, je ne vais pas inciter des pratiques agricoles qui n'ont rien à voir avec des pratiques agricoles en Afrique. J'adapte avec ce qu'on a en Afrique. Et moi je prends plus l'agroécologie, la permaculture, l'agriculture familiale, je prends plus ces modes d'agriculture que des agricultures qui sont... j'essaie pas de copier-coller la révolution agricole en Occident, pas du tout. Pas du tout. Moi j'ai une question par rapport à justement à ce qu'on pourrait appeler la relève. Ce qui est bien, en plus justement, on puisse parler de ça, parce qu'on a beaucoup parlé de la carte parlementaire,
de corruption, etc. Mais il y a aussi le problème au fait, de la relève. Moi, je me vois à travers tout ce que vous avez dit par rapport à. Moi, mes parents viennent des Comores. Et il s'avère que, par exemple, au niveau des littoraux, en effet, ça a été utilisé pour faire en sorte de faire des zones touristiques. Maintenant, c'est devenu des terres vraiment très pourries, même il n'y a pas de développement touristique, mais bref. Nous, on est à la croisée des chemins parce que justement, les institutions, on est toujours dans le côté droit coutumier. En fait, c'est toujours un legs de parents à enfants. Mais maintenant, de plus en plus, il y a des institutions qui commencent à lorgner justement sur les terres agricoles. Mais pour l'instant, on est toujours dans le côté, oui, c'est mes parents, c'est la terre de mes parents, les terres de mes grands-parents. Et au pire des cas, on loue à d'autres petits paysans justement de terre. Mais le vrai problème, c'est que de plus en plus, on a la problématique justement du fait qu'on ne travaille plus nos terres, parce qu'on est plus urbanisé, on a un état d'esprit plus urbanisant, et surtout il y a l'exode des jeunes en fait. Et ce qui fait qu'en fait, nos terres ne sont plus travaillées. C'est pour ça justement les institutions se disent, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc voilà. Et là, la vraie chose, c'est dire que, pas que ça. Mais bien sûr, il y a le problème de la relève de se dire, c'est ça justement en plus qui est bien avec la CONELS, au lieu de partir sur notre terre, travaillons nos terres en fait. Et la solution, comme tu l'as dit, peut-être que tu vas me le redire, parce que j'ai été un peu déconcentré par la fiche qui est descendue. Et tu avais parlé du concept de financement de l'agriculture familiale. Donc peut-être que tu vas me redire un peu comment on peut financer. Je sais apparemment qu'il y a aussi une partie de l'État qui devrait financer. Le vrai problème, c'est qu'il y a des États c'est malheureusement la majorité des pays africains, qui n'ont pas du tout de fonds, n'ont pas du tout d'argent pour financer, comme a dit Abdou, l'agriculture familiale, c'est pas possible. Donc moi je voulais savoir quelles sont les solutions justement pour faire en sorte qu'il y ait la relève qui justement travaille ces terres. Alors tu fais un travail de vulgarisation, c'est bien. Le problème c'est justement par exemple dans le pays, il y a un problème aussi d'internet. L'électricité, en fait, on a quasiment 3 heures par jour. C'est compliqué d'aller sur Internet, même s'il y a de plus en plus de jeunes aussi qui voient des portables et qui peuvent. Voilà. Mais c'est compliqué. Donc c'est une solution, je trouve que c'est super bien. Mais il y a quoi d'autre comme solution justement pour faire en sorte que la relève puisse. Qu'il y ait une relève justement, pour reprendre justement le travail de l'agriculture dans les terres africaines. Ce que tu dis là, c'est pas faux dans le sens où en Afrique, je suis consciente qu'il y a des gens. La majorité de la population n'a pas accès, la population rurale n'a pas accès à Internet, n'a pas accès à l'électricité déjà. Et du coup, là en fait, il faut plus. Parce que là, c'est la digitalisation de l'agriculture, il faut plus voir l'évolution. Parce que dans quelques années, le marché de l'Internet, de l'électricité en Afrique va augmenter. Du coup, en fait, ça, c'est des solutions qu'on doit mettre en place en se disant que dans quelques années, en fait, les jeunes auront de plus en plus accès, sachant que la population africaine va doubler en 2050, les jeunes auront de plus en plus accès à l'électricité, à Internet, du coup, ils pourront se former. Même ça, je suis un peu, voilà, parce que c'est ce qu'on disait maintenant avant en Comores, c'était pas, et on est toujours dans les mêmes galères. Mais là, il y a des statistiques qui montrent que ça a un peu d'optimisme quand même. Bon, par rapport aux solutions qui... moi c'est Tanou, je viens du Sénégal. Aussi par rapport aux solutions que vous voulez en fait qu'on essaie de mettre en place, je pense que déjà on avait commencé à essayer de parler de ça un peu par rapport au fait de combiner, je dirais, essayer de trouver un compromis entre les entreprises internationales mais aussi avec l'État. Mon problème c'est surtout par rapport à l'État parce que je me dis que la problématique c'est surtout l'intégrité de nos autorités. C'est comme ça que je vois les choses en fait. Parce que je me dis que si les personnes qui nous disent essayer de mettre en place des politiques qui font en sorte que nos entreprises locales puissent se développer, je pense qu'on n'aura même pas besoin en fait, de rester là à discuter de comment essayer d'organiser l'agriculture parce que c'est beaucoup plus facile en fait de favoriser en fait ce développement-là.
Mais actuellement, ce qu'on voit, c'est que l'État, comme on le dit, même s'ils ont l'argent en fait pour financer, derrière, il y a tout ce qui est le système de corruption qui est là. Et c'est avant que l'argent même atteigne les personnes à qui sont destinés cet argent-là, disons que 90% de ces sommes-là en fait sont disparues. Donc c'est ça le problème en fait. Donc pour moi, c'est surtout essayer comme il a dit, la relève, essayer de prendre conscience de ce phénomène-là, essayer de dire qu'il faut que voilà, la prochaine génération soit beaucoup plus consciente de ces problèmes-là. Et pour cela, c'est à travers l'éducation. Mais ce qu'on trouve actuellement en Afrique, c'est que malheureusement, il n'y a pas, avec le taux d'éducation assez faible. Et donc, c'est c'est difficile en fait de faire en sorte que les personnes puissent avoir cette information-là, comme avec Africa Agriculture. Tu vois? Donc, en fait, moi, c'est ça mon problème. Même si nos parents ont le savoir-faire du terrain, et s'ils partent, il y a la jeunesse qui est là. Et si la jeunesse n'est pas formée, c'est difficile en fait de les faire comprendre en fait les gens qui sont derrière en fait de cette problématique vis-à-vis des terres. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et de manière plus globale, je préfère disons, qu'on essaie de combiner les entreprises internationales, les entreprises locales, que l'État puisse mettre en place des politiques, disons, beaucoup plus favorables au développement des entreprises nationales, en mettant en place des systèmes de taxes qui vont favoriser en fait le développement local. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'avec le libre-échange, c'est que les entreprises internationales ont généralement beaucoup plus de facilité à s'implanter, à se développer au niveau national que les entreprises qui sont déjà installées localement. C'est ça le problème. Hein? Parce qu'ils ont plus de poids. C'est pas seulement parce qu'ils ont plus de poids, mais aussi parce que les taxes qui leur sont proposées, en fait, ça facilite en fait leur insertion, disons. Alors que généralement, l'État même parfois disons, les entreprises locales sont beaucoup plus... en fait, on met beaucoup plus de taxes au niveau des entreprises locales que les entreprises internationales, en fait. C'est comme ça que je vois les choses. Donc pour moi, c'est surtout l'autorité en fait qu'on doit revoir en fait au niveau de l'autorité qu'on doit revoir pour essayer de mettre en place des politiques qui vont à l'encontre du développement des entreprises locales. Tu veux intervenir, on va essayer de finir parce que là, moi c'est Je vais être bref, en fait, en parlant de partenariat, je pense que je me suis beaucoup inspiré de celle de Cameroun en fait. C'est un pays qui est voisin du Tchad. Et une fois, il y avait pas mal d'entreprises tchadiennes qui étaient allées au Cameroun pour travailler dans le secteur de BTP. Et comme ils étaient un petit peu plus malins que les Tchadiens, pas plus malins mais ils ne jouent pas avec le contrat en fait. Genre, s'il y a un ingénieur, l'ingénieur c'est un Camerounais et le sous-ingénieur c'est un Tchadien. S'il y a un directeur, le directeur c'est un Camerounais et le DGA c'est un Tchadien. Ils font ça en fait. Là, primo, ils luttent contre le chômage. Et secondo, ils essaient de former les Camerounais. Et en parlant de financement de l'agriculture familiale, nous savons tous que les pays africains, ils sont, entre parenthèses, c'est des pays qui sont un peu endettés. Ça, c'est de 1. Et de 2, ils ont des budgets qui sont très très serrés, des budgets annuels qui sont faits par la loi de finances, qui sont un peu serrés et qui sont alloués à l'éducation, à l'agriculture, la majeure partie de leur budget, ils allouent à d'autres choses en fait. La plupart des pays africains sont en guerre en ce moment. Nous savons tous qu'ils sont en guerre, il y a une rébellion qui est dehors, il y a ça, il y a ça. Et la plupart de leur budget, ils allouent ça à l'armée, qu'à l'éducation ou à l'agriculture ou à un truc du genre. Et si on voit ça, je ne pense pas qu'il y a possibilité qu'ils financent l'agriculture familiale ou un truc du genre. Ils n'ont même pas la tête à ça en fait, ils ont la tête à d'autres choses. Ça, c'est ce que je pense et je ne sais pas si tu veux parler. Et là, on parle à l'échelle institutionnelle, à l'échelle individuelle, qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, moi, c'est pas pour peut-être aller contre les autres, mais c'est plutôt proposer des solutions au niveau de cette histoire parce qu'on a fait une étude même ici en France, on a vu que c'est pareil en Afrique, on voit que les jeunes ne s'intéressent pas à l'agriculture. Et nous sommes inquiets même d'ici 50 ans, on en sait rien. C'est pareil pour la France, c'est pareil pour presque tous les États. Et malgré que la France, je vais dire, l'Union européenne, sont dans les États développés, les agriculteurs bénéficient de tous ces soutiens, la PAC en France et tout ça. Mais les agriculteurs ont tous ces soucis en fait. Parce que l'agriculture, c'est une activité qui est dynamique, qui est liée
payer en fonction du climat. Et chaque année, la production baisse, alors que le monde, nous sommes en pleine croissance. D'ici 2050, on se demande, mais on va où? Qu'est-ce qui va arriver? Donc, pour l'État africain, ou sinon pour les États africains, je pense que c'est plus inciter les jeunes. D'abord, il faut sécuriser les terres. S'il doit avoir peut-être les entreprises multinationales, c'est de faire en sorte qu'il y ait peut-être 50% de la production doit rester au niveau local. 50% de production locale, ça va permettre d'abord à la population de se nourrir et aussi, ça va permettre aussi à tout ce qui est richesse de rester sur place en fait. Mais lorsqu'on vient produire, qu'on exporte tout, c'est là que la population a souci en fait. Parce que pourquoi qu'on exporte tout? Parce que ce qu'on produit, c'est pas pour la population. Mais imagine que je vais au Mali, je vois que la nourriture de base, c'est le riz. Ok, nous on vient, on prend peut-être 1000 hectares, mais sur les 1000 hectares, on va prendre 50 hectares pour faire la production de riz pour vous. C'est vrai qu'on dit pour vous, c'est pas gratuitement, mais vous allez acheter. Et aussi peut-être réduire le coût. Maintenant, pour finir, il faudrait que nos États africains essaient de trouver l'agriculture comme axe prioritaire, comme ce que tu viens de dire. C'est parce qu'ils savent qu'ils vivent de l'agriculture, mais ils ne sont pas encore conscients ou bien ne prennent pas encore la conscience d'investir réellement. Pas parce qu'ils n'ont pas les fonds, pas parce qu'ils n'ont pas les ressources. Ils ont pleinement les ressources. Ils peuvent mettre en place cette histoire de subvention pour les produits d'exportation. Quand le cacao est exporté ici, demandez aux États européens, quand le lait en poudre, parce que moi j'ai fait l'agriculture, donc j'ai fait l'agriculture française, je sais ce qu'il y a dedans. Quand le lait en poudre quitte ici, parce que la zone bretonne est la première zone de production laitière et avicole et tout ça, quand ils produisent qu'il y a le surplus, ils envoient ça en Afrique de l'Ouest, principalement. Je parle du cas de la France. Et quand ça va, vous savez ce qui se passe? Ils subventionnent les produits. De sorte que quand les produits arrivent là-bas, les produits deviennent d'abord plus compétitifs. Et déjà, ils ont déjà fait le management, ça veut dire qu'ils ont déjà joué sur l'esprit du consommateur pour dire que ce que vous produisez, ce n'est pas la qualité. Ce qui arrive, c'est ça qui est la qualité. Vous avez déjà vu un Français en train de consommer le lait en poudre? Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est pas ça. Ça ne veut pas dire que tout ce qui vient, l'Africain doit changer en fait. Donc nos États doivent essayer de trouver des mécanismes, soit mécaniser l'agriculture, trouver des aides comme la PAC. Si la France a mis en place des PAC, ce n'est pas parce que la France a trop les moyens, ou bien c'est parce que nos États aussi n'ont pas les moyens pour le faire. Et à l'échelle régionale? Oui, on peut bien le faire. Et nos agriculteurs, ils ne savent pas quoi. De un, les agriculteurs, ils ont assez à crédit ici. Là-bas, nos agriculteurs n'ont pas assez à crédit. Ici, l'agriculteur va aller prendre 50 000 € pour acheter un matériel agricole et puis produire remboursé sur 10 ans. En Afrique, ce n'est pas le cas. Il produit en fonction de ce qu'il a. Je pense que il faut essayer de jouer un peu sur l'agriculture comme axe prioritaire. Sinon, tous ces débats-là, tout ce qu'on va trouver comme stratégie, ça ne va pas marcher. Je suis désolé avec Christophe. Tu vas parler après? Parce que quand tu apprends l'agriculture française comme nous, comme ça, quand on est assis en classe, qu'on apprend, je suis un ingénieur, quand tu apprends, et puis tu vois la stratégie que l'Europe met en place pour s'autosuffire, pour se développer, mais tu es choqué, tu dis maintenant, l'Africain n'est pas aussi bête pour faire tout ça maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas en fait? Je pense que c'est important de se dire que, depuis tout à l'heure, on propose pas mal de solutions et c'est important de se dire qu'il faut qu'on remette tout le temps en question les systèmes qui sont mis en place. C'est des solutions qu'on propose maintenant selon des données, ce que l'on pense. D'ici des ans, on ne peut jamais dire que c'est les bonnes solutions, donc je pense que c'est important de remettre. D'où l'idée je pense que c'est ce que voulait dire Maman tout à l'heure, qui était là, il est parti, c'est que de mettre en place une espèce de ce que je peux appeler une société de veille. C'est-à-dire une société qui fait attention tout le temps à ses dirigeants, ce qu'ils font. Ils sont là à dénoncer tout le temps. Ils font attention et ils sont attention. Je cherchais tout à l'heure combien les Chinois ont de terres agricoles hors de la Chine. 10 millions d'hectares. En France, aux États-Unis et en Afrique aussi, partout dans le monde, 10 millions d'hectares. Ils sont en train d'acheter les terres arables de la planète. Hein. On ne fait pas les seuls, d'après ce que c'était dit tout à l'heure. Hein, voilà. Et ça, je l'ai trouvé très rapidement sur un site qui s'appelle Land Matrix, qui décrit à
qui appartiennent les terres cultivables. Dans le monde. Pour la population, au profil de leur population. À qui elles appartiennent? Pour alimenter la population. Voilà, ça fait partie de la veille. Ouais, Lors de la veille, c'est un site qui, à mon avis, fait ce travail. Nous, l'idée, c'est qu'on veille. voulait justement parler aujourd'hui de la question de l'engagement. Bah, du coup, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrête parce que c'est. Il y a des gens qui font de la fête samedi soir et nous, là, on c'est changer le monde. Du coup, je vous remercie vraiment énormément, ça fait plaisir. J'avoue qu'au début, j'étais un peu